Monsieur Jankélévitch, la mode s'est emparée de vous, semble-t-il. Depuis quelques mois, vous êtes le philosophe dont on parle, qu'il faut avoir lu. Quelle impression cela vous fait-il d'être ainsi mis en vedette pour le grand public cette fois? Ça me donne envie de rire. Parce que je suis pas jeune, je suis même vieux. Alors qu'on me découvre maintenant, ça a un côté comique, et je dirais même un peu bouffon d'ailleurs. Mais enfin, c'est plutôt agréable, je me laisse faire. Ça vous étonne? Oh, ça m'étonne pas, étant donné la frivolité du public. Vous savez, maintenant ils s'entichent, et puis l'année d'après, ils se désentichent. Oh, le mois d'après, la prochaine saison, ils se désenticheront. Quoi. Ce sont des entichés. Lorsqu'en Je 57... sais pas si on peut dire entiché en canadien, ça se comprend. Entiché. Aussi, vous le dites, c'est que ça doit se dire. Entiché, c'est-à-dire Oui, oui. c'est comme une maladie saisonnière, n'est-ce pas? C'est pas grave. Surtout à Paris. C'est le régime de Paris. Oui, le vent passe vite. Ça, le vent passe très vite, oui. Lorsqu'en 57, votre ouvrage intitulé Le je ne sais quoi, le presque rien a été publié, il a croupi, avez-vous dit, dans les caves de son éditeur. Puis voilà que le Seuil le reprend, cette fois en 3 volumes, et c'est le succès. Alors, il y en a un qui est inédit quand même. oui, c'est ça. Mais alors, est-ce qu'on peut s'imaginer que là, tout d'un coup, vous allez être mieux compris que vous ne l'avez été auparavant? Mais justement pas. Il n'y avait pas de raison. Il faudrait penser que c'est parce que les gens ont découvert le tome 2. Et en effet, c'est le meilleur des 3. Parce que je l'ai écrit bien après, parce qu'il est plus réfléchi, il est mieux, quoi. Mais c'est pas à cause de ça qu'ils se sont entichés, puisqu'ils savent ni que les anciens avaient déjà paru, ni que le nouveau est inédit. C'est pour rien du tout. C'est uniquement parce que mon éditeur est très dynamique et intelligent, qui s'intéresse à son auteur, comme ils devraient tous faire. Et ils font pas tous comme ça. Donc tout ce qui m'arrive, je le dois à mon éditeur et à personne d'autre. C'est tout de même vous qui avez écrit ces livres-là. Et je me demande s'il n'y a pas quand même quelque chose de changé dans les mentalités, si tout d'un coup on ne s'est pas aperçu que nos belles certitudes ne tenaient plus et qu'on en avait peut-être assez des théories, qu'on avait envie d'entendre parler de quelque chose de plus nuancé. Oui, on dit cela pour donner comme ça à ce succès une allure plus profonde, ayant une portée plus grande. Moi, je pense simplement que c'est l'éditeur qui a eu l'idée, n'est-ce pas, qui s'est intéressé à moi. Et les autres n'avaient qu'à en faire autant. Personne ne leur interdisait, personne ne les en empêchait. Seulement, celui-là est dynamique, intelligent et amical. Moi, je crois que ça se réduit à ça. Vous êtes très modeste. Non, pas du tout, c'est pas de la modestie, c'est de la lucidité. Il semble que la philosophie soit menacée de nos jours. Enfin, il n'y a pas tellement longtemps, vous avez assisté aux États généraux. Qu'est-ce qui la menace plus particulièrement? Oh, bien des choses, n'est-ce pas? On s'étonne même qu'elle n'ait pas été menacée avant. L'utilitarisme d'une époque pressée, pour laquelle le rendement, l'utilité immédiate sont les principaux impératifs, et même la seule religion, c'est la religion du succès, la religion de l'utilité. Et qu'est-ce que vient faire la philosophie là-dedans? Alors la philosophie a essayé de s'adapter à cela en devenant elle-même utilitaire et un peu sordide, mais malgré tout, elle est par nature désintéressée, par nature. Et elle résiste et elle correspond en France quand même à un besoin qu'on étouffait mais qui existe. Les Français, je ne sais pas s'ils ont la tête philosophique, mais en tout cas, l'enseignement de la philosophie est traditionnel en France. Et la France est un des rares pays, presque le seul, où la philosophie figure dans l'enseignement secondaire, dans les lycées. Alors que partout ailleurs, même dans les pays dits philosophiques, elle n'existe que dans l'enseignement supérieur, n'est-ce pas? Alors, c'est pas une belle rencontre. Dans les lycées, tout le monde, enfin beaucoup de gens ont fait de la philosophie au lycée, avec l'enseignement secondaire. Il y a donc une tradition et qui correspond probablement à un besoin, parce que de la persécuter, de vouloir la traquer, eh bien, laisse un manque et un vide dont souffrent nos contemporains. Quel genre de manque, quel genre de vide? Vous savez, le français, c'est pas pour lui faire des compliments particuliers, mais enfin au Canada, on comprend ça assez bien aussi, parce qu'après tout... Bon, nous sommes très près. Ils sont très fraternellement apparentés. Le français a l'esprit spéculatif, il aime la discussion. Et par exemple, si vous voulez, j'ai 2 cordes à mon arc, si je peux dire, si c'est un arc et si ce sont des cordes, la musique et la philosophie. Eh bien, quand je fais des conférences, on me demande toujours la philosophie et pas la musique.
Mais la philosophie, parce que les Français aiment discuter, ils aiment le débat sur les idées, même si ce sont des débats un peu primaires et un peu terre à terre, ça peut arriver. Mais le Français est discuteur, et dans le mauvais sens du mot et dans le bon. Les jeunes gens l'ont montré, les jeunes gens en France, les étudiants, ont une passion effrénée de la discussion, et insatiable. Rien ne peut les arrêter. Et qu'est-ce que ça a été que les événements de mai 68, qui ont peut-être eu mauvaise réputation à l'étranger, mais moi qui étais au centre de ces événements, qui était à 2 pas du quartier latin. Et qui avait participé d'ailleurs. J'ai un peu participé, n'est-ce pas? J'ai bien vu que c'était pas simplement le plaisir de faire du bruit dans les rues. C'était pas eu ça du tout. D'ailleurs, les violences ont été réduites à presque à rien. Il n'y a pas eu de victimes, il n'y a rien eu. Mais les Français, les jeunes gens, enfin, ont pu assouvir leur passion immémoriale, d'où est née la Révolution française, toutes les émeutes du 19e siècle, c'est-à-dire de discuter, de crier, et de discuter dans les rues, sur les places. N'est-ce pas? C'est la passion du peuple français. Revenons, si vous le voulez bien, au je ne sais quoi et au presque rien. On dit par exemple d'une jolie femme dont on n'arrive pas à définir le charme, ouais, elle a un je ne sais quoi. Bon, on apporte un paquet de bonbons et on dit surtout ne me remerciez pas, c'est presque rien. C'est gentil, c'est charmant, ça fait bien dans la conversation, mais dans l'esprit du philosophe, c'est tout autre chose. Alors j'aimerais que vous nous définissiez le plus simplement possible, si tant est que ça puisse être possible, effectivement, ce que c'est ce je ne sais quoi et ce presque rien. Ce sont des expressions que j'emprunte, n'est-ce pas, à la philosophie espagnole en réalité. Parce qu'il y a 2 sens du je ne sais quoi. Il y a le je ne sais quoi de Saint Jean de la Croix, et il y a le je ne sais quoi de Balthazar Gracian, qui est un peu le mien. Alors le je ne sais quoi de Balthazar Gracian a un sens mystique. De Saint Jean de la Croix. C'est un sens mystique, c'est celui dont il parle dans le cantique, l'explication des cantiques, n'est-ce pas, un je ne sais quoi qui nous élève vers Dieu, et c'est une expression qui indique que la foi en Dieu a une limite irrationnelle. Le rationnel, ici, expire et il est remplacé par autre chose au bout duquel il y a l'extase et l'amour de Dieu. Ça, c'est donc pour les je ne sais quoi de Saint Jean de la Croix, et du Carme, qui s'appelle Saint Jean de la Croix. Et alors, il y en a un autre qui est beaucoup plus laïque, et qui est celui de Balthazar Gracian, et qui dit aussi le je ne sais quoi, mais qui l'appelle également d'un autre mot. À vrai dire, je ne sais pas l'espagnol, et on me l'a traduit comme ça. En espagnol, ça se dit el despero. Et je crois que el despero, c'est, d'après ce qu'on m'a dit, parce qu'on m'a expliqué, c'est une espèce de désinvolture, d'élégance naturelle, qui ne vient pas du savoir, de la compétence et des études que l'on a faites, mais qui vient d'une aisance souveraine, d'une aisance naturelle. Par exemple, Gracian dit, en parlant du héros, il a écrit un traité du héros. Le traité du héros. Alors dans ce traité, il dit que pour faire un héros, il faut gagner les batailles, avoir le sens stratégique, tactique, être un homme d'État, voir très loin en avant, être très clairvoyant, enfin Charles de Gaulle, si vous voulez. Et puis, pour être un héros, il y a en plus quelque chose, je ne sais quoi. Si vous avez tout ça, eh bien vous n'avez rien encore. Pour que ces qualités soient efficaces, il faut qu'en plus vous ayez ce qu'il appelle souvent la couronne, le phénix des qualités, celles sans lesquelles les autres seraient inopérantes. En fait, c'est l'aura, c'est l'ineffable, c'est ce qui nous dépasse. Une espèce de flou poétique qui fait que ça va au-delà. Et je crois que c'est surtout ce qui rend les autres qualités efficaces, n'est-ce pas, qui les fait opérantes, qui les rend opérantes, sans lesquelles, eh bien, vos perfections seraient lettres mortes, n'est-ce pas? Des perfections mortes, des perfections de momie, ce sont les perfections de quelqu'un qui n'a pas le je ne sais quoi. Je dois dire que votre je ne sais quoi, a priori, m'a absolument ravie, parce que j'y voyais justement quelque chose d'extrêmement poétique et par là même absolument essentiel. Parce que sans ce je ne sais quoi, tout ce qu'on peut avoir de qualité ne valait rien. C'est ça, oui. Et alors, ce je ne sais quoi, ça nous oblige aussi à une impossibilité de dire je sais, je connais, je suis sûr de... Il y a quelque chose d'un peu instable dans tout ça, non? C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas l'assigner, on ne peut pas dire son nom, puisque justement, le mot dont on se sert est un mot négatif lui-même. Je ne sais pas quoi. Je ne peux pas vous dire quoi, mais je sais qu'elle a quelque chose.
en parlant d'une femme cette fois, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le charme. Par exemple, il arrive qu'une femme ait toutes les qualités, elle fait très bien la cuisine, et non seulement ça, mais elle est très régulière, elle est bien élevée, elle a un beau visage, et toutes les perfections sont réunies sur son visage. Les perfections canoniques, n'est-ce pas? Mais il lui manque, alors là on s'arrête et on met des points de suspension quand on écrit. Il lui manque quelque chose, je ne sais pas quoi, alors on dit le charme. Quand c'est une femme. Mais du point de vue philosophique, ça nous oblige à quoi? Ou du point de vue intellectuel, à quel genre de démarche ça? À l'intuition, qui n'est pas une démarche, et dont il n'existe pas de recette. Et ce presque rien, monsieur Jankélévitch, qui est situé entre, si je vous ai bien compris, la durée et le rien, en quoi est-ce que, comment on pourrait d'abord le définir, et puis en quoi est-ce qu'il nous provoque, à quoi est-ce qu'il nous oblige? Vous savez, ce n'est pas un concept distinct au fond du je ne sais quoi. J'ai employé les deux mots dans le titre, ce qui donne à penser qu'en effet, il y a deux concepts. Et c'est ma faute à moi. En réalité, c'est pour éclairer l'un par l'autre ou l'autre par l'un. Au fond, ça revient au même. Ils ont en commun d'abord d'être négatifs tous les deux. D'une part, ça sera, je ne sais quoi, ça se rapporte à mon savoir. Si vous voulez le définir dans l'encyclopédie du savoir par une science quelconque, alors je vous répondrai, non, ce n'est pas une science, je ne sais pas ce que je sais. C'est Mélisande qui dit ça dans Péléas et Mélisande. Je ne sais pas ce que je suis, je ne sais pas ce que je dis, et pourtant je sais quelque chose, mais je ne peux pas dire quoi. C'est donc en essayant de le définir par le savoir. Et le presque rien le définit aussi, essaye de le définir, mais vainement également, non pas par le savoir, mais par l'être, dans l'être. Si c'est un être, eh ben c'est pas un être, c'est pas quelque chose. Dans le premier sens, ça veut dire, ce n'est pas une partie du savoir, comme, je sais pas, le droit, la médecine, ce n'est pas la jurisprudence, ce sont des parties du savoir. Mais c'est une marge, un rayonnement, une aura autour du savoir, un rayonnement de lumière autour du savoir. Et si c'est une chose, eh ben c'est pas une chose, c'est une non-chose. C'est une non-chose. Par exemple, de la même manière que nous parlions du charme. Est-ce que le charme, c'est dans la courbe du nez? Est-ce que son charme est bien parce qu'elle a un grain de beauté ici, dans la commissure des lèvres, ou de sa chevelure? Non, rien de tout ça. Et rien en particulier. En fait, avec vous, tout ce qui est vraiment très important, c'est la nuance, c'est l'ineffable, c'est ce qui ne se perçoit qu'avec le cœur. Et c'est ce qui n'a pas d'être, Oui. qui n'est pas un être, et qui pourtant existe, bien que ce ne soit pas un être comme un être solide, un minéral, une pierre, n'est-ce pas, sur une table, un objet, un bijou, un colifichet, n'importe quoi, une chose. N'est-ce pas? Et c'est dans l'instant que tout se joue pour vous. Le temps, c'est en fait votre grand sujet de méditation. Est-ce que je me trompe? Et alors également, donc oui, seulement l'instant qui est dans le temps, mais qui est du non-temps à sa manière. L'instant, si le temps c'est la durée, la pérennité, par exemple le temps de la télévision et de la radio, vous êtes tous avec le regard fixé sur le chronomètre pour savoir si vous ne dépassez pas, donc votre temps à vous, c'est un temps chronologique, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, la durée d'une émission, ou la leçon du professeur, la leçon d'une heure, la leçon magistrale. Mais c'est pas ce temps-là, c'est un temps qui est une suite d'événements. Un événement qui ne dure rien, mais une chose qui arrive et puis s'en va, advient et disparaît. C'est ça. J'appelle ça une apparition disparaissante, qui apparaît et disparaît. Et ça, il faut saisir cet instant-là. Et dans ce sens-là, je trouve que votre philosophie est extrêmement dynamique. Rien n'est donné, tout est à créer, et il faut vraiment bondir, être aux aguets, et bondir et agir. Oui. C'est ça? Oui, sauf que c'est surtout ça. Maintenant, ce qui est dans l'instant n'est pas nécessairement ma décision. C'est aussi une aventure, une rencontre. Quelquefois, il y a les heureuses rencontres, les heureuses chances du hasard. Une rencontre que vous faites, par exemple, n'est-ce pas? Est-ce que, justement, on est capable de toujours inventer cet instant, de toujours créer? Est-ce que véritablement l'homme est une créature créatrice à ce point-là?
Ah mais ça ne veut pas dire que je crée quelque chose. Et mon je ne sais quoi, moi, est beaucoup plus démocratique, quoi. Il ne s'adresse pas à une élite, Une élite, de oui. créateurs ou d'inventeurs. Faut pas croire que c'est Faraday qui a découvert je sais pas quoi, le potassium, danse de joie dans son laboratoire. N'est-ce pas? Une découverte explosive. C'est pas nécessairement ça, ça c'est le sommet, bon, dans les moments les plus heureux de la création humaine. Mais il y a aussi l'heureuse rencontre. Et puis quelquefois, il n'y a rien du tout. Puisque si vraiment je ne sais quoi, un jour c'est un souffle du printemps, le premier jour du printemps, qui est toujours un grand bouleversement dans les pays froids, comme le vôtre, et même un peu comme le nôtre d'ailleurs, le premier souffle du printemps, puis n'importe quoi, je ne sais quoi dans l'air, même si c'est sans le vouloir que je dis je ne sais quoi. Je ne sais pas pourquoi, je suis heureux aujourd'hui, et pourtant j'ai aucune raison particulière. Peut-être même j'aurais des raisons de ne pas l'être. Mais c'est la direction du vent, quelque chose un parfum qui vient subitement jusqu'à moi, quelque chose d'insaisissable. Alors là, je suis plutôt dans une situation, non pas créatrice, mais d'attente, comblée. Mais même dans cette attente, justement, vous dites combler. C'est une philosophie heureuse, en quelque sorte, que vous nous proposez. Oui, heureuse, enfin pas tellement heureuse, parce que ces instants sont rares, et que je ne veux pas les retenir. Parce que ce que voudrait un homme pour être heureux, pour obtenir ce qu'il croit être le bonheur, il faudrait que ça dure, n'est-ce pas? Il faudrait le prolonger. Et ça, il ne peut pas, il est Oui, déçu. ou bien il voudrait revenir en arrière pour que ça Il recommence. faudrait revenir en arrière, mais il ne peut pas, Non. parce que le temps va toujours de l'avant. Je dis encore une grâce qui m'est offerte, il faut la saisir, mais l'instant d'après, Dieu sait où elle sera, et puis la retombée est souvent pénible, morne. Vous dites très souvent, il faut faire. Il faut faire le bien, l'amour c'est faire. Enfin, toujours ce mot faire revient très fréquemment chez vous. Mais faire quoi? Parce que moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point tant de gens aujourd'hui ont perdu toute volonté d'agir. On a même l'impression qu'ils ont perdu le pouvoir de vouloir. Comment expliquez-vous ça? Est-ce que vous... C'est une maladie de leur être, c'est pas une véritable maladie. Tout le monde a cette disponibilité, tout le monde le pourrait. Par exemple, les exemples que je vous donnais n'impliquent aucune verve créatrice, il n'implique absolument aucune inventivité. Et ils ont un côté passif, comme la grâce que l'on attend et que parfois on reçoit d'une manière tout à fait imprévue, au moment où on s'y attendait le moins. Vous savez, il arrive que vous proposez depuis longtemps de faire un voyage à Venise. Vous irez voir Saint-Marc, le Pont des Soupirs et tout ce qui s'ensuit, le Rialto, et vous croyez que vous serez très heureux. Puis vous arrivez là-bas, de mauvaise humeur, quelque chose ne va pas, dans l'air du temps, des soucis qui remontent à la surface, et le voyage est manqué, sans que vous puissiez dire pourquoi. Et inversement, vous prenez le train pour aller n'importe où, même à votre travail. Et j'ai longtemps enseigné dans le Nord, moi, le Nord de la France, dans les villes prétendument tristes. À Lille, oui. Lille, à Lille. J'aime beaucoup Lille d'ailleurs. Et ça sent les pommes de terre frites quand on arrive à Lille. Ça sent pas le lilas et le réséda, ça sent les pommes de terre frites. Et pourtant, il y a quelque chose de secret qui parle à mon cœur, à Lille. Et je ne peux pas dire la raison, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est peut-être le cours que je vais faire, que je vais peut-être manquer d'ailleurs. On a l'impression que vous devez être heureux même dans l'odeur des pommes de terre frites, de toute façon. Oui, mais aussi je peux être malheureux dans des endroits enchantés. Comme tout le monde, n'est-ce pas? Quand on attend trop des lieux et quand les choses sont trop combinées pour vous rendre heureux, alors il vous manque l'essentiel qui est le vécu du bonheur. Toutes les conditions sont réunies pour que vous soyez heureuse et vous ne l'êtes pas. Alors voilà, est-ce que c'est parce que vous n'attendez rien, mais vous êtes en état d'accueil? Moi, je suis rien de particulier. Simplement, j'énonce des conditions qui sont communes à tous les êtres, quels qu'ils soient. N'est-ce pas? Tout le monde est comme ça. Simplement, moi, j'en ai pris conscience et je le dis parce que j'en fais une des pièces de ma philosophie. Mais autrement, tout le monde est capable de ça, tout le monde le sait. Ce que je dis est une grande banalité. Vous faites un petit voyage à Nevers, ville qui ne se recommande ni aux touristes par aucune qualité saillante, une province comme il y en a tant, et pourtant vous gardez un souvenir enchanté. Alors si vous avez rencontré une femme là-bas, alors n'en parlons pas, il y a une raison au moins, une raison. Si c'était pour quelque chose comme ça, ça peut arriver aussi. C'est à Guéret, une des villes les plus laides du monde. J'espère que aucun habitant de Guéret ne m'entendra. Enfin, il n'y a rien de spécial à Guéret. Mais à Guéret, il y a une femme. Ça suffit pour un homme, tout au moins.
encore pour quelques hommes maintenant. Un homme normalement constitué, c'est Oui. ça, pour que Guéret tout d'un coup s'illumine. C'est ça, Oui, oui. une chose imprévue. Alors là, ça ne nécessite aucune compétence particulière. C'est pas très sérieux ce que je vous dis là, mais enfin, C'est charmant. après tout, c'est comme ça. Mais vous avez écrit un traité des vertus qui va être réédité d'ailleurs. Alors, parler de vertu à notre époque, parler de morale, parler d'austérité, de charité aussi. Est-ce que c'est entendu? Est-ce que c'est seulement écouté? Eh bien, il faut croire que c'est pas si inattendu que ça, puisqu'on me le redemande. Et en réalité, vous savez, c'est le mot vertu qui a mauvaise réputation, Très. à cause des prix de vertu que distribuait l'Académie Oui, oui. française. Jadis, je crois qu'elle a renoncé à cette distribution des prix. N'est-ce pas, quand on dit j'ai eu le prix de vertu, en général, ça fait rire. Non seulement sourire, mais éclater de rire. Mais en fait, la vertu est contraignante dans l'esprit de beaucoup de gens. Or, on est en ce moment à une époque où il faut la satisfaction du moi, c'est ça qu'il faut. C'est parce qu'on on la représente sous un jour très traditionnel, désuet, et pas seulement traditionnel, suranné, n'est-ce pas? Et elle n'est pas seulement ça, elle est la chose essentielle que nous ne disons pas, mais qui est la chose la plus importante de toutes, et en vertu de laquelle nous accordons ou refusons notre estime à quelqu'un. n'est-ce pas, la chose la plus importante, quelqu'un pour lequel je peux avoir peut-être par ailleurs de l'estime et même de l'admiration, mais il y a quelque chose qui empêche que je lui donne mon admiration et même mon estime, c'est que je sais que c'est un vaniteux, un homme intéressé, un hypocrite par exemple. Tous mots, ce sont tous des mots qui se rapportent à la vie morale. Je ne peux pas donner mon estime au plus grand homme du monde, au plus intelligent, si cet homme est un hypocrite, et si cet homme ne suit que son intérêt, et est aimable avec moi uniquement parce qu'il attend de moi tel ou tel avantage. Et que simplement, il me flatte pour ses vues personnelles à lui. Dans nos rapports, ce sont ces impératifs-là que nous ne voulons pas avouer, qui sont de beaucoup les plus importants, et qui commandent notre estime et notre mésestime. Et chez tout le monde, même chez ceux qui font profession de mépriser la morale. Ils la méprisent en tant qu'art, en tant que science, mais c'est en vertu de la morale et non pas d'autre chose qu'ils accordent leur estime à quelqu'un. Toutes les qualités qu'on peut avoir, si importantes qu'elles soient, ne pèsent rien sur les qualités d'un hypocrite. Le talent, les connaissances, la finesse, la sagacité, à quoi ça sert tout ça? Et qu'est-ce que c'est si cet homme-là est un hypocrite, si c'est un filou? Un gredin, comme il y en a tant. Un gredin très cultivé d'ailleurs. Ça existe beaucoup, les gredins cultivés, n'est-ce pas? Ce qui est difficile pour nous lorsque vous dites il faut faire le bien. Où est le bien? Non, mais si Entre vous le bien employez, et le mal. Qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas moral? si vous employez le mot faire dans le sens de fabrication, alors évidemment vous me demandez qu'est-ce que je dois faire. Si Non mais vous aviez l'air de dire que le bien, en fait, on ne se pose pas tant de questions, on fait. Oui, mais justement, c'est ça que si vous êtes accordeur de piano ou de violon et qu'il me demande qu'est-ce que je dois faire, je dis voilà, vous allez accorder ce piano-là, et l'aigu, et le grave est descendu, il sait ce qu'il a à faire. Faire a ici un sens très précis. Alors si c'est ce sens que vous appliquez à la morale, ça n'a plus de sens. Vous n'avez rien à faire. Et vous avez la seule chose qui soit requise absolument, et dans tous les cas, c'est l'intention de faire. Et l'intention d'aider, de secourir quelqu'un, de travailler à une cause importante, et quelle que soit l'aumône que vous faites, la peine que vous vous donnez, tout ça ne sert à rien, est vide, ou même empoisonné, si l'intention n'est pas bonne. C'est intelligible pour tout le monde, ça aussi. Ce que vous faites est peut-être bien, vous faites de grandes aumônes, n'est-ce pas? Comme une dame très riche qui distribue l'argent à droite et à gauche, mais elle le fait pour sa réclame à elle. Elle le fait pour qu'il y ait son nom dans les journaux, pour qu'on parle d'elle et de son mari. Et sa philanthropie est une philanthropie de vanité, n'est-ce pas, de faste. Alors, toutes ces offrandes sont empoisonnées. Ça sert à rien, n'est-ce pas? Ou bien de donner votre galette, puisque vous en avez beaucoup, et à l'Institut du cancer, en prenant bien garde que les journaux en parlent, évidemment, et qui est votre nom dessus, mais moralement, ce sont des choses tout à fait banales que je vous dis là, mais que n'importe qui sent très bien, même s'il n'a jamais fait de philosophie. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie, monsieur Jankélévitch? Je ne sais pas s'il faut répondre, si je dois répondre, parce que j'ai peur qu'en le disant, je me rende immédiatement malheureux. Une des conditions du bonheur étant d'en avoir pas conscience.
de ne pas en prendre conscience. Mais tout le monde peut l'observer. En prenant conscience du bonheur et des conditions du bonheur, on est assuré de le chasser, de le mettre en fuite. Il s'en ira par la fenêtre, par la cheminée, il disparaîtra. Donc des conditions pour être heureux, c'est de ne pas le savoir. C'est d'être heureux en gros et de loin, comme vous disiez. De ne pas le savoir, oui, c'est ça. De ne pas le savoir. Et c'est comme ça que les jeunes gens, les enfants sont heureux. Ils ne se disent pas comme je suis heureux, comme je suis heureux. S'ils disent comme je suis heureux, ils sont anormaux. Il faut faire attention. Ils vont être malheureux, ils sont déjà malheureux. Un homme qui répète tout le temps comme je suis heureux, n'est-ce pas, son visage s'assombrit déjà, il a le front barré de rides et de soucis, avant même qu'on l'ait interrogé. Parce que normalement, un homme heureux ne se pose aucune question, il est heureux. Comme une plante bien portante, qui ne se pose pas des questions sur ses propres pétales et qui ne pense pas au mauvais temps qu'il fera demain. Elle ne pense pas qu'elle sera détruite par la grêle demain matin, n'est-ce pas? Une fleur est une fleur, elle s'épanouit dans ses couleurs, n'est-ce pas? Sans penser à l'avenir. Et par conséquent, de savoir pourquoi elle est heureuse et jusque à quand, c'est une question qui est donc faite pour les hommes malheureux et pour les hommes soucieux. Mais si je réponds pour vous, la musique est une chose qui vous rend heureux, est-ce que j'ai tort? Non, vous avez raison. C'est-à-dire elle est une source permanente de joie, voilà, parce qu'elle me rend joyeux surtout. Mais une source de joie qui peut se renouveler presque à volonté, pas tout à fait quand même, n'est-ce pas? Il y a des jours où j'attends quelque chose et ça ne vient pas. Et d'abord, il y a des jours où je joue très, moi je joue toujours très mal d'ailleurs. C'est une des constantes de mon jeu, c'est de faire des fausses notes. Mais il y a des jours où c'est encore plus mal, je suis plus malheureux que d'autres, où je fais énormément de fausses notes. Rien ne me réussit. Alors, il faudrait mieux fermer le piano. Donc, et d'autres jours, au contraire, assez heureux, où je sais pas, je fais moins de fausses notes qu'à d'habitude, je réussis mieux mon affaire. Mais alors, il ne faut pas se poser trop de questions. Parce que comme je n'ai pas le temps de travailler, je n'ai pas le temps d'assurer ce bonheur. Mais c'est une vieille connaissance pour vous, la musique, que vous l'avez pratiquée très 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 jeune. Oui, depuis toujours. Enfin, j'ai beaucoup de musique derrière vous, là, qui attend. Là, ils sont... On faisait de la musique quand vous étiez petit, chez vous? Ma tante, qui était russe, m'a appris le piano. Elle était au conservatoire on disait Pétrograd, en ce temps-là, à Leningrad. Et elle m'a appris le piano, elle m'a assis au piano, elle me tapait sur les doigts pour me faire écrire, pour me faire travailler, articuler. C'était l'époque où on pensait qu'il fallait articuler avec les doigts. Maintenant, il paraît qu'il ne faut plus articuler. On dit ça. J'ai entendu dire. On n'est pas du tout à la page quand on dit qu'il faut articuler. Et ma tante qui me disait articule, articule. Il ne faut pas articuler. Il faut qu'on joue aussi avec les épaules, avec la poitrine, avec le thorax. Quand on parle de musique, on ne parle pas de n'importe quelle musique. Vous avez vos préférences. Et ces préférences vont plutôt vers la musique française. C'est exact? J'aime beaucoup la musique française, j'aime beaucoup la musique russe aussi. J'aime la musique très musicale. Oui, je ne sais pas. J'aime la musique. Fauré, par exemple. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Oui, j'aime beaucoup Fauré. Vous avez écrit un livre sur Fauré. Vous avez écrit un livre sur Ravel. Oui, sur Debussy. Oui. J'en ai écrit même 3 sur Debussy. Oui, alors justement, ceux-là, ils ont un charme en commun. Est-ce que je me trompe? Et un esprit. Oui, ce serait plus difficile à démontrer pour Fauré et Debussy, par exemple, mais ça peut se démontrer également. Il y a l'esprit de la musique française, qui est un esprit de liberté, d'ouverture, dans lequel le monde extérieur est présent, mais surtout chez Debussy. L'eau, la lumière. Vous êtes allé à l'exposition Monet? Pas encore, il y a la queue, une longue. À mon tour de vous questionner. Vous voyez, moi j'y étais, et le jour du vernissage, il y avait un peu moins de monde, et la lumière de Monet, les vibrations de Monet, c'est déjà très proche de Debussy. C'est pas pour rien qu'on disait de Debussy qu'il était impressionniste, du nom qu'on donnait à l'école de Monet, à Monet et à sa manière de peindre. Il est attentif aux vibrations de l'air, de la lumière, et au jeu des couleurs et des ombres. Et c'est ça qui est debussiste. Et c'est quand même une des vertus de la musique française. L'eau, par exemple, tout ce qui est fluide, inconsistant en apparence, l'eau, l'air, un arc-en-ciel, l'eau avec les moires, sommeil à la surface d'un étang, comme dans les nymphéas, ou dans Reflet dans l'eau, chez Debussy. Vous faites grand cas aussi, monsieur Jankélévitch, de l'ironie. Et vous lui avez consacré d'ailleurs tout un ouvrage. Et pourquoi est-ce qu'elle vous paraît si importante?
Oh, elle est plus si importante maintenant pour moi, parce qu'en réalité, c'est pas le livre que j'aurais dû écrire et que je voulais écrire, c'était l'humour que je voulais faire. Ah, n'est-ce alors pas? là, je vous aime mieux. Oui. Parce que l'ironie, je dois dire, je pensais à nous, mères de famille, et j'ai l'impression que faire de l'ironie avec un enfant, par exemple, dans l'éducation, c'est très mauvais. L'enfant réagit très mal. Est-ce Mais que vous êtes avez bien, d'accord? oui, tout à fait. Vous avez bien eu une réponse de femme, et je m'y attendais. D'abord, les femmes n'aiment pas l'ironie. Pour commencer, elles n'aiment pas l'ironie dans leur rapport avec les hommes, d'abord, et puis l'ironie est étrangère à la nature féminine. Mais savez-vous pourquoi? On a l'impression à ce moment-là que vous faites une pirouette, que vous nous tournez le dos et que vous coupez le contact. Oui, justement, c'est ça, les femmes, mais les femmes sont plutôt sérieuses dans ce sens-là, n'est-ce pas? Et sûrement dans les rapports avec les enfants, encore plus, où Ça désarçonne, ça rend mal à l'ironie est l'aise. desséchante, n'est-ce Oui, pas? oui. Dissolvante. Seulement, l'humour, Ah, l'humour, qui parlons-en. qui est à la fois beaucoup plus problématique, qui pose plus de problèmes, parce qu'il est beaucoup plus insaisissable. L'ironie peut être définie assez facilement, n'est-ce pas? C'est de dire le contraire de ce que l'on pense, mais de façon à vous faire entendre ce que je veux que vous sachiez, n'est-ce pas? Par exemple, je fais semblant d'appartenir à un parti qui n'est pas le mien, qui est celui que je déteste le plus, par exemple, et je le dis ironiquement. Généralement, les hommes comprennent, en France surtout. Les Allemands, ils comprennent rien, pas ça non plus d'ailleurs. Vladimir Jankélévitch, j'aimerais que vous nous parliez des femmes. Je suis sûre que vous les aimez beaucoup, que vous vous entendez très bien avec elles, mais j'aimerais savoir comment vous nous aimez. Ça, c'est des questions auxquelles il m'est le plus difficile de répondre, par exemple. D'abord, j'aime pas qu'on dise les femmes, comme si j'étais un troupeau. On n'aime qu'une femme à la fois, d'abord. Et je ne considère pas la gent féminine comme une espèce à part, comme quelqu'un dit... Vous en parlez comme quand on dit, est-ce que vous aimez mieux les chats ou les chiens, les oiseaux, les Oh, lapins? loin de moi la pensée. Non, non, non. Alors la femme, une femme. C'est ça. Non, non. Ben, ceci dit, je dois dire que mes amis sont femmes, beaucoup plus que... Enfin, je ne fais pas de différence pour mes étudiants quand même. Mes étudiants sont des... Ça c'est que ça parle, les étudiants. Ils sont des étudiants, je ne regarde pas s'ils sont hommes ou femmes. Mais dans l'ensemble, j'ai plus d'amis femmes que d'amis hommes, ça c'est vrai. Alors qu'est-ce que vous leur trouvez aux femmes? Oui, je dis les femmes encore. Ça se fait tout seul, ça. Ça se fait tout seul. Peut-être que c'est elles qui ont plus de confiance en moi, mais avec les hommes, je me sens intimidé toujours. Je parle des amitiés proprement dites, alors. J'ai quelques amis, quelques bons amis hommes, n'est-ce pas? Mais en général, je suis toujours un peu intimidé avec eux. Je ne sais pas de quoi leur parler. Tandis qu'avec les femmes, la conversation est tout de suite très... se porte sur les choses essentielles, très vite, très facilement. Mais je crois que ça c'est propre aux femmes. Et j'ai pourtant aucune tendance à l'homosexualité, pas la moindre. Mais il semble que je suis comme une femme pour ça. C'est-à-dire que je me sens à mon aise dans les conversations qu'elles choisissent. Même si elle vous parle de libération féminine? Oh bon, ça m'intéresse pas tellement, ça. Ah, je le sentais. Pourquoi? Pourquoi? Ah, moi, je ne vais pas vous faire de peine, peut-être que vous êtes pour ce mouvement. Bah parce que, qu'est-ce qu'elles veulent? Ressembler aux hommes? Perdre leur identité? Si elles veulent la liberté totale, ça, d'accord, elles ont raison, il n'y a rien à dire contre ça. Mais si elles veulent faire les hommes, il y en a suffisamment comme ça. Mais c'est pas ça qu'elles veulent. Alors, je ne sais pas ce qu'elles veulent. Moi, ce que j'attends, c'est leur message à elles, n'est-ce pas? De même qu'il y a un roman féminin, n'est-ce pas, qui ne ressemble à aucun autre. Il y a une poésie féminine. Et même la plus démodée est encore une poésie. Marceline des Bords de Valmore, qui est bien démodée, qui est très vieillie, poétesse du XIXe siècle, a quand même un message féminin. Mais quand elle réclame une autonomie? Oh ben ça, je vois aucune raison de ne pas la leur donner. L'autonomie, c'est un problème social. Maintenant qu'elles font la même chose que les hommes, seulement ça pose évidemment des problèmes sociaux qui ne sont pas de mon ressort. Et il y a aussi les enfants, qu'est-ce qu'elles en font pendant qu'elles, comment peuvent-elles à la fois faire des travaux, mener une existence d'homme, écrire des romans, être créatrices et en même temps s'occuper de leur famille, s'occuper de leurs enfants. Ça, c'est un problème. Mais c'est pas un problème pour moi. C'est pas, je leur reproche pas non plus. Donc il y a une nature féminine qui veut que la femme doit jouer certains rôles, d'après vous? Non, apporter un message, pas jouer des rôles. Tout ce que les hommes savent faire, les femmes le font aussi bien, j'en suis persuadé. Souvent mieux.
Et même les spécialités qu'on leur refuse jadis, comme la philosophie, il y a énormément d'étudiantes, n'est-ce pas, et pleines de talent et d'idées, et qui sont de très bonnes amies à moi. Et maintenant qu'elles sont un peu plus âgées, parce qu'après tout, tout le monde vieillit que je ne m'aime pas, mais quelques-unes parmi mes meilleures étudiantes sont des jeunes filles, qui sont tout à fait des jeunes filles, mariées ou pas mariées. Mais quand vous parlez de Elisabeth de Fontenay, je ne sais message, pas si vous la connaissez, qui écrit elle-même, qui écrit beaucoup. Elisabeth de Fontenay, une très bonne amie à moi, entre autres. oui, quand vous parlez de message, quelle teneur ce message? Ben, j'emploie message, c'est un mot démodé aujourd'hui. C'était, je crois, le titre d'un roman d'André Mauroy, c'est de là que ça vient. Mais c'est un joli mot. C'est après la Première Guerre mondiale, je crois, donc je sache. Et c'est après la Première Guerre mondiale que André Mauroy a mis ce mot à la mode. Oui, parce que c'est un mot qui indique quelque chose que vous apportez et qui n'est pas nécessairement dans vos livres. C'est un peu un je ne sais quoi dans le message aussi, n'est-ce pas? Vous apportez un message. Alors si c'est parce que vous avez découvert une nouvelle poudre à canon, enfin un nouvel appareil, alors il n'y a pas la peine, c'est pas la peine de faire des manières. Dites ce que vous avez apporté. Vous avez fait une invention, c'est pas, breveté ou pas. Alors un message n'est pas une invention. Vous ne pouvez pas déposer un brevet pour un message que vous apportez. Et souvent c'est la personne qui est le message. C'est votre personne qui est ce message. Et vous n'avez pas besoin de dire quelque chose. Quelquefois, ça coïncide. La chose que vous dites est aussi un message. Par exemple, pour les chrétiens, le Christ apporte un message et lui-même un message. C'est pas, pourtant, il dit des choses. Il dit des choses, le Christ, il parle. Alors, de quel ordre serait le message féminin? Alors, vous allez m'obliger à donner un contenu ou je ne sais quoi. D'abord, c'est souvent la façon de dire. Quelquefois, elles disent la même chose que les hommes, mais elles les disent autrement, avec un autre langage. C'est une autre bouche qui profère ce message. Dans lequel tout est féminin, n'est-ce pas? La bouche, les lèvres, les mots que l'on choisit, tout cela est féminin. C'est vraiment l'autre humanité, quoi. Simone de Beauvoir disait le deuxième sexe, sauf que je déteste ce mot sexe. Le deuxième sexe, enfin, c'est l'autre humanité, quoi. Il y a deux façons d'être un être humain. Il y a deux façons d'être un être humain. Et vous n'oubliez pas, semble-t-il, professeur, vous ne pardonnez pas non plus les crimes nazis, entre autres. Est-ce qu'il est important, vous semble-t-il, de garder tout ça en souvenir, en mémoire? Je crois que c'est important, parce que beaucoup de gens nous reprochent justement de freiner un mouvement, d'être attachés maladivement au passé. Nous n'y sommes pas attachés, nous y serions moins attachés si la majorité du peuple français était moins oublieuse qu'elle ne l'est. Et si les crimes n'étaient pas restés impunis. Alors malgré certaines punitions dans les derniers procès, à l'initiative de Serge Klarsfeld, malgré tout dans l'ensemble, l'ensemble du peuple est très indifférent. Il a toujours été. Elle était tels ils sont maintenant, tels ils étaient au lendemain de la guerre. En 1945, 46, je ne vous étonnerai pas si je vous dis que des gens allaient passer leurs vacances en Allemagne. Un an après la guerre, en oubliant que leur propre pays, leur pays, a été rançonné, piétiné, razzié pendant 5 années maudites. Mais il m'aurait semblé que le pardon, la miséricorde aurait été inscrite, je ne sais pas, dans votre démarche de moraliste. Le pardon n'a pas de sens lorsqu'on ne vous demande pas pardon. Le pardon est un cadeau gratuit. Il faut que le pardon soit souhaité, soit appelé par quelqu'un, n'est-ce pas? Qu'on vous demande pardon. Moi, j'ai beau tendre l'oreille, j'ai jamais entendu qu'on me demande pardon. Personne, sous aucune forme. Même mes collègues allemands, si j'en ai, n'est-ce pas? Les professeurs de philosophie ou de morale, si ça existe là-bas, ils m'ont pas demandé pardon non plus. Ils considèrent qu'ils me doivent rien, qu'ils sont pas coupables probablement. Alors qu'est-ce que je vais pardonner à des gens qui savent même pas qu'ils ont quand même des comptes à nous rendre, n'est-ce pas? Ils ont tous été plus ou moins officiers dans l'armée allemande. Ils ont eu des responsabilités. Ils s'en vendent pas maintenant. Maintenant, c'est déjà tard. Personne n'a été nazi, allez en croire. On se demande d'où est né le nazisme alors. Je sais que vous avez coupé vraiment tous les ponts avec l'Allemagne, Oui, absolument. Je n'ai jamais remis les pieds et je n'irai jamais. Mais vous n'avez pas l'impression que l'histoire se moque de vous, en quelque sorte, des hommes comme vous qui avaient payé, enfin, qui avaient lutté, à vouloir faire ami? On peut pas se moquer de nous. D'abord, je ne suis pas le seul.
Mais quelque chose de dérisoire. Je ne suis pas non. le seul, nous nous groupons, évidemment, nous sommes des vieux maintenant, nous vieillissons tous. Un résistant, vous n'avez qu'à regarder le calendrier des années, ça a au moins 50 ans. Vous n'avez qu'à compter les années, à condition qu'ils soient des jeunes dans la résistance. Par conséquent, de plus en plus, nous serons isolés. Mais enfin, disons qu'on maintient la présence de quelque chose, une flamme. Nous avons perdu beaucoup de paris, et par exemple celui de faire fêter tous les ans la fête du 8 mai, la fête de la victoire. Oui. Beaucoup de Français ne savent même pas pourquoi on demande ça. Qu'est-ce qui est arrivé le 8 mai ? Et je pense que c'est la faute de beaucoup, même des professeurs, et notamment des professeurs de faculté, que ça n'intéresse pas. Les professeurs de lycée sont plus intéressés par la résistance que les autres. Et je sais qu'il y a eu un effort parmi nos jeunes collègues professeurs d'histoire dans les lycées pour apprendre aux enfants, aux jeunes gens, ce que c'est que la résistance, ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous savez, j'ai une dette de reconnaissance envers vous, je dois vous l'avouer. Vous avez écrit un gros bouquin sur la mort, bien avant que ce sujet ne soit à la mode, et vous y disiez à la toute fin que ce sera une chose simple, extraordinairement simple, d'une éblouissante simplicité, simple comme bonjour et bonsoir, si simple que nous nous demanderons le jour où nous saurons comment nous n'y avions pas pensé plus tôt. Je veux dire que je me suis accrochée pour ma part à ces quelques mots. Est-ce que c'est toujours votre sentiment, et est-ce que qu'est-ce qui vous donne cette certitude de cette très grande simplicité ? C'est une certitude indéterminée, ça n'est pas une devinette, et ça n'est pas non plus que j'aurais un secret. Si j'avais un secret dans ma poche, soyez sûr que je vous le dirais tout de suite. Je l'aurais dit à tout l'univers. Donc je ne sais rien, comme tout le monde d'ailleurs, personne ne sait rien, et je n'ai pas un secret, un arcane, n'est-ce pas, caché dans la poche de mon veston. Je dis que c'est une chose qui est comme un je ne sais quoi, dont je ne peux pas dire ce qu'elle est. C'est le ce que qui m'échappe, n'est-ce pas ? Et qui échappera toujours à l'homme de chair, à un homme vivant, en chair et en os. Mais le fait que lui-même me paraît une espèce d'évidence. D'abord, par la possibilité de donner un sens intelligible au néant, ce qui est bien un argument quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que je disparaisse, moi, corps et bien, non seulement mon corps, ce qu'on peut comprendre, mais même l'âme, mais même l'esprit par lequel je pense la mort. L'homme est capable de penser la mort. L'homme n'est pas un objet qui disparaît quand il se décompose, mais il est capable de penser la mort. Et par exemple, de prendre conscience, ici, dans ces deux fauteuils, nous parlons de la mort. Nous disons qu'elle est irrémédiable, incurable, que jamais on ne saura quel est son secret. Mais ça veut dire que nous la pensons. Alors, par quoi est-ce que je pense la mort ? Qu'est-ce que c'est que ce qui en moi pense la mort, et en la pensant, manifeste qu'il est étranger à la mort, n'est-ce pas ? Ce qui pense la mort est supérieur à ce qu'il pense, à la chose qu'il pense, puisqu'il la pense. Il la pense, donc la domine d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, l'âme ? Qu'est-ce qu'elle devient, elle ? C'est pas un oiseau qui s'envolerait, et en quittant le corps, il n'y a pas d'oiseau, elle est inséparable du corps. Lorsque le corps se décompose, l'âme ne peut plus subsister. Mais qu'est-ce qu'est-elle devenue ? La palagénèse est intelligible. La métapsychose, enfin la palagénèse, c'est-à-dire la deuxième naissance, plus tard, sous d'autres formes. Je ne sais rien là-dessus, mais elle est au moins intelligible. Je comprends ce qu'on me dit, mais que l'âme, le principe spirituel par lequel je pense la matière et la mort, s'anéantissent, ça, personne ne me fera jamais comprendre ça. Donc vous pouvez dire, ça sera simple comme bonjour, mais vous ne pouvez pas dire ce que ce sera et ce que ce sera après. Je peux pas dire ce que ce sera. Vous voyez qu'ici, dans cette dernière phrase, le je ne sais quoi est déjà contenu, n'est-ce pas ? C'est le ce que qui est mystérieux pour moi. Ça s'appelle un mystère, ça. Le ce que m'échappe et m'échappera éternellement.